Bonjour Stéphane Goudet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphane, tu es critique de cinéma, directeur artistique du cinéma Le Méliès, un cinéma public à Montreuil, en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis plus exactement pour ceux qui nous regardent. On va revenir exactement sur ce qu'est le Méliès, sur ce qu'il représente dans ce territoire. Mais d'abord, c'est le grand jour aujourd'hui. Le Méliès rouvre ses portes. Comment ça s'est passé cette première matinée? Il y avait de l'impatience, j'imagine, beaucoup. Il y avait beaucoup d'impatience côté équipe, parce que quand même ça fait des mois et des mois, 170 jours. Puis il y avait beaucoup d'impatience côté spectateur. C'était très émouvant ça, parce que on a des spectateurs extraordinairement fidèles, probablement plus que dans d'autres salles. En tout cas, les salles RSC ont des spectateurs d'une fidélité assez folle, qui viennent au cinéma parfois 3, 4, 5 fois par semaine. Et donc tout à coup, quand on leur enlève ça dans leur pratique quotidienne, il y a un vrai manque. Et évidemment, le jour où on les retrouve massivement, il y a une espèce de chaleur qui se dégage, de désir commun de repartager des moments, enfin, qui était extrêmement émouvant et fort. Oui. Il y a embouteillage un peu sur les films. 450 films sont en attente de créneaux de diffusion. Vous avez 6 salles. Comment est-ce que vous gérez le choix des films, la sélection des films qui vont être proposés au public? Alors en fait, ça a été notre travail pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a passé nos journées à voir les films qui s'apprêtaient à sortir un jour. Très peu en fait sont allés vers les plateformes, ce qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, est un signe de bonne santé du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, y compris le CNC a mis en place des mesures pour essayer de favoriser la fuite de quelques films vers les plateformes. Et en fait, ça ne s'est pas produit. Tous les cinéastes, les producteurs, les distributeurs continuent à penser en France que la meilleure vitrine possible pour un film, c'est la grande salle, c'est le grand écran. Donc effectivement, on se trouve face à une nécessité qui amplifie notre travail habituel, c'est-à-dire de faire des sélections et de dire non à une majorité de films, et au contraire d'essayer de soutenir et de défendre ceux qui nous plaisent le plus et nous paraissent le plus importants. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien, hein, de façon générale. D'habitude, il y a entre 15-20 films qui sortent par semaine. Aujourd'hui, il y en a 34 par exemple. Donc on est simplement sur une proportion de films irrationnelle qui fait que tout à coup les choix deviennent réellement cornéliens. Et on sait qu'un certain nombre de films qu'on aurait passés dans d'autres contextes, là, ne pourront pas accéder aux écrans. Donc ça pose un vrai problème de défense de la diversité cinématographique, de défense des petits distributeurs qui risquent d'être écrasés par les gros. Cela dit, notre constat là sur les toutes premières semaines de programmation, c'est que les gros distributeurs qui sortent des films pendant les premières semaines sont relativement prudents, ne sont pas dans une pratique écrasante vis-à-vis des plus petits, comprennent des enjeux de défense de la diversité et du coup n'exigent pas du plein écran sur tous les films, donc ça veut dire un seul écran pour un seul film. Voilà, donc on est plutôt, nous, rassurés par cette réouverture, y compris dans les pratiques commerciales des distributeurs les plus puissants. Et justement, pour rebondir avec ce que tu viens de dire, cet effet d'embouteillage, est-ce que ça va avoir un impact sur la durée de présentation de ces films dans les salles, ou est-ce qu'ils vont passer très vite, au bout d'une semaine, au bout de quelques jours seulement, ils pourraient être enlevés de l'affiche? Comment ça va se passer, la durée, la visibilité des films, y compris d'ailleurs, et surtout peut-être d'ailleurs des films qui n'ont pas les gros moyens de communication, de budget, de diffusion et de production? Alors pour être très honnête, oui, ça aura sûrement un petit impact. Nous, on respecte une espèce de charte de bonne conduite qui a été discutée entre professionnels il y a 2-3 ans maintenant, qui est qu'aucun film n'est plus diffusé en dessous de 2 semaines de programmation. Voilà. Donc on pense que c'est la bonne pratique. Quand on peut faire 3, on fait 3. Voilà. Donc là, probablement, davantage de films seront exposés sur 2 semaines au lieu de 3, compte tenu de ces 450 films en attente. Néanmoins, on n'ira pas en deçà de ce seuil. Parce qu'il faut que les spectateurs aient le temps d'entendre parler du film, de réaliser qu'il est sorti, de réaliser qu'il est à l'affiche au Méliès, d'en parler avec leurs amis, etc., de susciter le désir qui passe par l'attente. Voilà, donc non, ça ne changera pas. En réalité, ce que ça va changer, c'est qu'on va devoir être plus sélectif, et donc du coup, les films que nous ne prendrons pas en sortie nationale, c'est-à-dire le jour de leur sortie française, on risque de ne pas les prendre, alors que d'habitude, il y a un système de hiérarchie interne qui est que les films qu'on aime le plus, on les prend en sortie nationale, et ceux qu'on aime un tout petit peu moins, on les prend en 3, 4e, 5e semaine, mais on arrive à les rattraper quand on considère qu'il est important de les montrer malgré tout. Voilà, ce sont plutôt ces films-là qui risquent d'être victimes de notre sélection. Notre enjeu, c'est évidemment de conserver un principe d'éventail le plus large possible dans nos propres goûts de programmation pour faire en sorte qu'il y ait quand même des films grand public parmi les meilleurs d'entre eux qui apparaissent sur nos écrans, et puis des films plus exigeants, plus recherche, comme on dit dans notre vocabulaire, qui eux aussi puissent être défendus dans la durée pour la programmation.
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a considéré il y a quelques jours sur France Inter que si nous avions 150 films en attente, c'était principalement grâce à une industrie cinématographique puissamment aidée, a-t-elle dit. Elle dit aussi que c'est vraiment qu'on a des problèmes de riches en France. Vous partagez son sentiment quand tu partages son sentiment? Alors non, non, il faut être un tout petit peu nuancé, c'est extrêmement maladroit de sa part, a fortiori après cette crise violente quand même qui affecte l'ensemble du secteur avec cette fermeture obligatoire, y compris parce que nous remettons en question les critères qui ont été mis en avant pour fermer les salles aussi longtemps et qu'on considère qu'elles n'étaient pas fondées sur des enjeux sanitaires. On a fini par comprendre par la conseillère culture de Macron que la raison principale, ça n'était pas la présence des spectateurs en salle, mais c'était les cigarettes qu'on partageait à l'issue des séances. Là, il y avait un risque de contamination parce qu'on tombait le masque. Voilà, on est quand même dans l'absurdité et moi je continue à dire que nous aurions pu tout à fait ne pas fermer et ne pas fermer aussi longtemps. Je rappelle que là les salles rouvrent, il y avait hier 17 000 contaminations par jour. Elles n'ont pas rouvert le 15 décembre parce qu'il y en avait plus de 5 000. Voilà, donc on est quand même dans une gestion de la crise qui est une gestion purement politicienne, non fondée sur des enjeux scientifiques et c'est bon de le rappeler, y compris le jour où on célèbre la réouverture des salles. La deuxième chose, pour répondre à la question, c'est que oui, le cinéma français est fortement aidé, oui, sans doute elle a raison sur la première partie de la réponse, c'est-à-dire que le nombre de films qui a continué à se tourner est considérable parce que les aides ont été maintenues, voire développées. Donc pour la production, voilà, pour la production, ça reste juste, les tournages autorisés, on a accueilli Roman Boringer pour un tournage au Méliès, par exemple, tout le monde a été testé, masqué, etc. Mais là où elle a tort et là où c'est du coup une vraie provocation, c'est que, en l'occurrence pour l'exploitation, elle a mis en place un système qui est une mesure de compensation de la perte des entrées dans les cinémas, qui a été appliqué à tous les cinémas français, sauf les salles publiques en régie directe, donc dont la plus grosse est le Méliès de Montreuil. Et donc nous, on se retrouve avec des concurrents qui font un travail en termes de programmation et de qualité culturelle médiocre, comme l'UGC Rosny, pour les citer, qui va être très fortement soutenu, puisque les 4 gros circuits d'exploitation sont soutenus à hauteur de 27 millions d'euros sur 50 sur ce fonds d'aide de compensation, et le Méliès, sur cette aide-là, n'a rien du tout. Voilà. Et donc, tout à coup, quand on nous dit vous avez des problèmes de riches, vous avez été très fortement soutenu, la réponse est non. Nous avons perdu des centaines de milliers d'euros à cause de cette fermeture imposée pour des raisons politiques, d'affichage, il faut bien montrer qu'on agit sur l'épidémie. Et à l'arrivée, notre bataille, parce qu'on a contesté cette mesure dès le congrès des exploitants et ensuite on a mobilisé les salles françaises à travers le groupement national des cinémas de recherche. Donc il y a eu un petit mouvement, il y a eu des articles dans la presse, etc. Et donc ils ont mis en place une petite mesure compensatoire qui va nous permettre de gratter quelques dizaines de milliers d'euros qui évidemment sont très très loin du montant considérable des pertes engendrées par cette fermeture. Elle dit aussi que la période est une opportunité pour le cinéma français, qu'on aurait 3 mois qui devraient permettre justement de valoriser et de montrer les films français avant que nous débarquent les blockbusters. Est-ce que c'est vrai d'abord et est-ce que ça va participer aussi de la valorisation? Est-ce que ce petit laps de temps va participer de la valorisation de ce que tu appelles les films de recherche, le cinéma de recherche justement? Alors oui, sans doute un peu, y compris comme pendant l'entre-deux confinements en réalité, puisque là aussi les majors hésitaient à sortir le film, pas seulement pour des raisons sanitaires en France, mais pour des raisons de sortie mondiale. À partir du moment où les salles aux États-Unis n'étaient pas ouvertes ou ouvertes avec des jauges très très réduites, du coup les films ne sortaient pas. Donc oui, ça a permis à quelques films d'émerger. Voilà, Antoinette dans les Cévennes par exemple, est un succès considérable, y compris parce que tout à coup il y a un film qui apparaît comme ça et qui fait un carton dans le désert des Cévennes, mais qui est aussi dans le désert de quel film aller voir en ce moment, comment aller voir un film plutôt drôle, plutôt positif, avec une actrice épatante et un âne formidable. Donc oui, ça va permettre effectivement quelques émergences de ce type-là. En même temps, c'est un tout petit peu naïf, parce que c'est pas parce qu'il y a des films américains absents que tout à coup les gens vont se ruer vers le cinéma de recherche. Ça fonctionne de façon plus complexe que ça, et nous, y compris dans nos choix de programmation, on a plutôt tendance à penser que ce dont les gens ont envie, c'est de la diversité du cinéma, qui passe aussi par le meilleur du cinéma américain. Pas pour rien que symboliquement, on a ouvert avec un film indépendant américain ce matin, Sound of Metal, qui est une des plus belles surprises de la reprise, là. Un premier film absolument épatant qui a valu à Nicolas Becker Montreuillois l'Oscar du meilleur son 2021. Et donc le geste, c'était de dire, voilà, nous on va défendre tous les cinémas, on va évidemment aller centralement sur du cinéma, des cinématographies peu diffusées, mais aux États-Unis, évidemment, se produit aussi le meilleur du cinéma. Et quand en plus, il permet à un de nos concitoyens d'avoir un Oscar, évidemment, on ne pouvait pas rater cette occasion. Et félicitations à lui.
Un mot quand même du contexte sanitaire et des conditions de réorganisation justement de cette réouverture. C'est quoi les conditions d'accueil du public? Comment s'est organisé le Méliès? Quelles sont les contraintes principales quand on rouvre une salle comme ça? Dans un contexte sanitaire compliqué encore. Donc c'est évidemment le même contexte pour toutes les salles de cinéma et toutes les salles de concert, de théâtre, etc. Donc les jauges, c'est 35% jusqu'au 9 juin, et ensuite on passe à 65%. Ça n'a pas tellement de sens, là aussi. En fait, il y avait un système qui fonctionnait très bien entre les deux confinements, qui était le système de si je viens tout seul, je laisse un siège à gauche et à droite vacant, et si je viens en groupe, je fais en sorte que la famille reste soudée et qu'on laisse de chaque côté de la famille un siège vacant. Ça fonctionnait très bien, ça permettait d'atteindre des jauges de 60 à 70% d'occupation. Là, 35%, évidemment, on a l'impression d'organiser des événements pour un public extrêmement restreint qui, du coup, exclut les gens qui sont moins habités de venir au cinéma. Donc, c'est quand même un peu frustrant. Voilà, financièrement, pour des salles comme la tienne, des salles indépendantes, à petite jauge, ça tient comment? Alors, ça tient, y compris parce que, alors, là où il ne faudrait pas fausser la perspective, je dis ça parce que Bachelot, en février à peu près, avait dit on va quand même pas ouvrir les salles avec une jauge de 30% comme aux États-Unis. Et moi, je disais mais si, pourquoi non? Enfin, je veux dire, amorcer et faire en sorte que la machine redémarre avec une jauge réduite. La moyenne d'occupation des fauteuils en France, c'est autour de 20% à peu près. Donc en fait, sur l'essentiel des séances, ça ne pose pas problème. Ça pose évidemment problème chaque fois qu'on a une rencontre attractive. Ce soir, il y a Emmanuel Béard qui vient au Méliès. Oui, on va refuser du monde. Vendredi soir, on fait un débat sur les violences sexuelles à l'égard des enfants dans les milieux du sport, avec un dialogue entre la réalisatrice Charlène Favier et la ministre des Sports, Oksana Maracineanu. Oui, évidemment, on refuse déjà du monde. Ça va être quoi la jauge? On a 109 places pour une salle de 311. Donc on est du coup sur du 35% rigide, et il n'y aura pas de possibilité de négociation, quelle que soit la puissance de celui qui le demande. Voilà, que les choses soient claires, on appliquera cette règle-là. Elle n'a pas tellement de sens parce qu'encore une fois, on sait gérer les files d'attente. 2, il y a une distanciation sociale dans la salle qui du coup pose pas de problème. 3, on aère les salles. 4, on fait en sorte qu'il y ait du gel un peu partout pour que les gens puissent se laver les mains très très régulièrement. Donc voilà, le fait d'avoir décidé très très en amont ce passage de 35 à 65 puis à 100%, à mon avis, aurait dû être corrigé in extremis. On aurait dû faire en sorte de passer au moins à 50% tout de suite et puis on voyait plus tard. Mais ça fait partie des mesures contradictoires prises par le gouvernement et qui étaient quand même difficilement lisibles ces derniers mois. Un mot sur le Méliès, c'est je crois le plus grand cinéma public de France. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un cinéma public? De quoi est-ce que vous pourriez être prémuni ou de quoi est-ce que vous êtes protégé en étant un cinéma dit public? Alors, du point de vue du pouvoir en place, on est protégé de risques de fermeture, puisque c'est pour ça qu'ils nous ont privés de la mesure de compensation des aides, sur la compensation de la perte des entrées. Donc, leur discours, c'était de dire, non mais de toute façon, vous avez déjà un financement public par le biais des collectivités territoriales. En l'occurrence, c'est l'établissement public territorial Est Ensemble qui est propriétaire du Méliès. Et donc, si vous avez un trou dans les caisses, eh bien, la communauté d'agglo, il pourvoira. C'est la communauté d'agglomération, c'est pour que les gens... Absolument. Et donc la communauté d'agglomération est censée suppléer l'absence de l'État, en l'occurrence sur ce type de montant. En réalité, alors évidemment, les communautés d'agglomération comme les mairies, etc., sont extraordinairement frappées par la crise, eux aussi, ou elles aussi. Et donc du coup, si on leur demande de choisir entre des aides sociales, des urgences économiques majeures et le soutien à la culture, évidemment qu'il y a un problème. Et donc évidemment qu'à un moment, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour pallier la disparition de ces recettes? Et on va être là-dedans sur les prochains budgets, enfin sur le budget de l'année prochaine et les suivantes. Probablement qu'il y a un moment, on va se poser la question de savoir comment on rembourse cette dette générée, y compris par ce choix idéologique qui consiste à privilégier les établissements privés aux salles publiques, ce qui quand même est un message en fait, ça envoie un message qui est que les salles de cinéma, de multiplex en l'occurrence, la concentration dans les circuits ne pose pas problème au ministère de la Culture. Et là où c'est un problème politique, c'est que d'habitude, les aides, en particulier du CNC, sont des aides attribuées aux salles les plus innovantes, mais aussi les salles les plus actives dans le champ de la recherche et la défense du cinéma à essai, donc fondées sur des critères
qualitatif. Là, tout à coup, le système mis en place par le ministère de la Culture en direct, c'était de dire non, on aide le plus puissant. Voilà. Et puis on verra ensuite pour les moins puissants. Justement, sur cette notion de puissance, comment tu réagis à ce projet de fusion entre des groupes aussi puissants que Bouygues et M6, enfin TF1, M6, qui veulent visiblement contrer, enfin au-delà de la question sans doute d'ordre très financier, veulent contrer des puissances comme Netflix et donc sans doute aussi interférer dans la création cinématographique. Ça t'inquiète, ces grands mouvements médiatiques? Ça m'inquiète pour la liberté de l'information et la liberté de choix du spectateur, parce qu'en fait, on s'est quand même tous rendu compte que la démultiplication des chaînes de télévision s'était aussi conclue et paradoxalement, mais pas tant que ça, par un appauvrissement de l'offre. Enfin, pour le coup, pour regarder la télévision assez régulièrement et souvent tard le soir, enfin, on rediffuse du programme à n'en plus finir de jour en jour pour pouvoir remplir des quotas et pour pouvoir dire qu'on est dans la diversité, alors qu'en fait l'offre est extrêmement faible. Ça ne va pas profiter au financement de la production et du cinéma, non, ce type de vision? Non, pas du tout pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout perçu comme ça. Et donc là, c'est deux ennemis historiques qui tout à coup se rapprochent et créent une entité plus grosse dans une logique de concentration. Voilà, moi je suis contre la concentration, d'où qu'elle vienne. Je pense qu'il faut une diversité des acteurs, qu'il faut une diversité de pensée, qu'il faut une diversité culturelle. Elle est de toute façon déjà pas à l'œuvre sur TF1 et M6. Et je dis ça, je pourrais être un tout petit peu plus dans le détail. Il y a des programmes de TF1 que je trouve tout à fait dignes et pas du tout achetés. Et parfois, la télévision publique a tendance à calquer ce que fait la télévision privée, à le faire encore moins bien. Donc il faudrait être un tout petit peu plus nuancé. Mais quand même, ce rapprochement-là n'est pas un très très bon signe sur la diversité culturelle et sur la liberté du spectateur face à sa télévision. C'est quoi la principale menace qui pèse sur le cinéma français post-Covid? C'est une question très naïve, mais je m'interroge sur on dit beaucoup que la littérature a été très dense sur la question du Covid, sur ce monde qu'on a construit de confiné. Est-ce que ça fait partie bon, pas des... J'imagine qu'il y a bien d'autres menaces qui pèsent, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer dans la vision qu'on a de l'image, du cinéma et de la production cinématographique? La principale menace, elle est quand même quelque chose qu'on ne peut pas estimer le jour où les salles rouvrent, c'est-à-dire est-ce que les pratiques culturelles des Français, entre autres, ont été modifiées par le confinement sur la démultiplication des abonnements aux plateformes. Voilà. Et donc, est-ce que tout à coup, parce qu'ils se sont massivement abonnés aux plateformes, les Français vont considérer que le cinéma à domicile via Netflix, Amazon et Disney+, est finalement plus confortable, plus intime, plus je ne sais quoi, que de se déplacer et d'aller dans une salle de cinéma. Nous, notre pari, ça a toujours été que voir des films au milieu de spectateurs anonymes, avec une qualité optimale d'image et de son, c'était irremplaçable. Mais cette pratique sociale, culturelle et un rien politique, elle est évidemment fragile. Enfin, donc on pourrait considérer que tout à coup, en l'occurrence une certaine génération, se disent non mais finalement, voilà, c'est un art du XXe siècle et nous maintenant on préfère faire les choses entre nous, en famille, entre potes, chez soi. Voilà. Donc le gros enjeu il est là en fait, pour les salles mais pas seulement pour les salles, parce que derrière les salles il y a la production elle-même et donc la création. J'ai pas complètement répondu à la question de ce que c'est qu'un cinéma public tout à l'heure. C'est vrai, on n'est pas revenu sur... Oui, c'est vrai. C'est quoi le sens d'un cinéma public aujourd'hui? Le cinéma public, c'est un cinéma qui reçoit une espèce d'ordre de mission pour favoriser un travail qui a d'une certaine façon deux autorités. Là, je ne parle pas d'Est Ensemble comme autorité, donc de la communauté d'agglomération, mais deux visées. La première visée, c'est de servir le cinéma. C'est-à-dire que moi, voilà, dans ma fiche de poste de directeur artistique du Méliès, il y a le fait que j'ai une espèce d'obligation morale qui est de servir le 7e art. Voilà. Qu'est-ce que je considère et qu'est-ce que nous considérons en tant qu'équipe comme relevant des meilleures pratiques possibles dans le champ cinématographique. Et servir le 7e art, c'est aussi servir les distributeurs indépendants, les producteurs indépendants, les petits films, les moyens, les plus gros, etc. Avec des missions d'accessibilité à tous les publics, des missions pédagogiques aussi imposées par un cahier des charges. Oui, évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert par ce film-là, Sound of Metal, qui est un film sur un personnage qui devient progressivement sourd et qu'on a fait précéder la séance par un témoignage de spectateur, Sébastien Picou, qui est un spectateur sourd, passionné par le cinéma, hyper cinéphile, qui pendant 12 minutes raconte son rapport à l'espace du cinéma et à comment il est devenu cinéphile à l'ancien Méliès et comment il a retrouvé dans le nouveau Méliès cet esprit qu'il aimait fréquenter tout près de chez vous, ici à la Croix-de-Chavaux. Et c'est hyper émouvant parce que tout à coup, voilà, ça ouvre des portes sur le fait que, voilà, on fait en sorte de créer des séances, par exemple, qui sont sous-titrées en SME, donc, pour les sourds et malentendants, mais d'avoir un retour très très immédiat, très direct comme ça de quelqu'un pour qui c'est un aspect extrêmement important de sa vie culturelle et sociale, c'était pour nous
trouve extrêmement fort comme geste. Voilà. Et par exemple, Sébastien, là, s'est présenté spontanément, parce que pendant les confinements, on se dit, ce serait bien de faire témoigner les spectateurs, parce que nous, on dit, le cinéma nous manque, les spectateurs nous manquent, mais est-ce que ça leur manque vraiment à eux? Donc on a lancé un appel, et il y a 15 à 20 personnes qui ont dit, nous, on veut vraiment raconter pourquoi ça nous manque, et ce témoignage-là est hyper émouvant, d'ailleurs, on pourrait le mettre sur le site, parce qu'il y a un petit montage de 20 minutes, et c'est extrêmement fort. Il y a un infirmier qui raconte ce que c'est que, pour lui, le cinéma, dans un travail de crise de Covid, et c'est quand même extrêmement émouvant de se dire que lui aussi avait besoin du cinéma, en fait, et que les fermer, en fait, ça a un impact, y compris sur le personnel soignant. Il y a une personne malade qui raconte comment le cinéma lui a permis de tenir le coup, et que du coup, depuis qu'elle est encore malade, mais que les cinémas sont fermés, c'est extrêmement difficile pour elle de continuer à avoir une vie sociale, publique, de voir l'extérieur, et qu'elle a une tendance à se replier sur soi et sa fille, et du coup, c'est aussi très très fort. Voilà, donc c'était assez chouette de se dire, offrons un contre-champ aux spectateurs pour leur dire, voilà, pourquoi, en fait, quel est notre rôle de cinéma public dans une ville comme Montreuil, justement. Et alors, l'autre entité, c'est les spectateurs, c'est-à-dire qu'on doit servir le cinéma, mais on doit aussi servir la population. Et donc, la particularité d'un cinéma public, en l'occurrence à Montreuil, c'est qu'on a, par exemple, un chargé de conquête des nouveaux publics, et que donc, ce qui est quelque chose qui existe beaucoup dans les théâtres, mais pas tant que ça dans les cinémas. On a aussi un programmateur jeune public dédié, et ça aussi, dans les cinémas privés, c'est beaucoup plus rare, qui va animer les séances avec les écoles, etc. Donc il y a comme ça, dans le cahier des charges d'un cinéma public, un certain nombre d'axes prioritaires pour aller au-devant des populations dites éloignées du cinéma, puisqu'on sait qu'en France, il y a un citoyen sur deux qui ne va pas au cinéma, et que l'enjeu, c'est de les convaincre que c'est une pratique, y compris pour eux, et qu'ils vont y trouver du plaisir, un regain d'intérêt, une sociabilité, et que du coup, là, c'est vraiment le rôle même de la salle de cinéma qui est redéfini. C'est-à-dire que nous concevons vraiment comme un creuset, comme une espèce d'agora, dans laquelle toutes les populations peuvent se mêler et échanger, et c'est aussi pour ça qu'on fait autant de rencontres et de débats. C'est pour faire en termes de prix, d'accessibilité. Ouais, alors là, on est imbattable parce qu'on est un cinéma public. C'est-à-dire que le pari d'un cinéma public, c'est aussi de dire, voilà, les tarifs sont entre 3,50 € et 6 € tarif fort, quel que soit le film, avec des films en sortie nationale, ce qui fait que les producteurs et les distributeurs, ils trouvent aussi leur compte, sinon ils ne nous donneraient même pas leurs films. Mais parce qu'on génère beaucoup d'entrées, et que donc du coup, le nombre des entrées compense la faiblesse du ticket pour la part distributeur qui remonte vers les ayants droit. Une dernière question. Ton coup de cœur, le film à ne pas manquer ces jours-ci, ou aller les 3 films absolument à aller voir au Méliès ou ailleurs pour ceux qui nous regardent. Alors, ça c'est un peu une question piège, parce que d'abord ça veut dire que les autres je ne les cite pas. Non, alors, bon, le premier film important qui me vient à l'esprit, c'est quand même Slalom qui sort aujourd'hui, parce que d'abord c'est un premier film d'une jeune femme qui vient des courses de ski, et donc qui n'était pas forcément destinée à devenir réalisatrice a priori, et qui traite d'un sujet important, la question de l'emprise masculine sur des enfants, en l'occurrence des jeunes femmes, et la question des violences sexuelles. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est un peu battu dans la durée pour faire en sorte que la ministre soit présente pour inaugurer cette séance, parce qu'on avait envie que le geste cinématographique soit aussi un geste politique, et que cette question-là soit vraiment au centre de la scène, si j'ose dire. Voilà. Parenthèse, elle a été classe, je dis ça comme ça, mais... La ministre ? Ouais, parce que d'abord, ça fait 3 fois que le film est repoussé, donc à chaque fois, la rencontre au Méliès entre la réalisatrice est repoussée aussi, et donc dans ce cas-là, on se dit, ça va pas se faire, enfin, on peut le différer une fois, mais 3, c'est pas possible. Et elle sera là, et hier, elle était plus là, et elle a fait annuler son avion pour prendre un train de nuit pour maintenir son engagement. Et je me dis que si dans l'ensemble des champs, les ministres du gouvernement pouvaient faire preuve d'une volonté politique aussi ferme que celle de Mara Cineanu, Roxana de son prénom, pour venir au Méliès dialoguer avec la réalisatrice et voir le film, quelles que soient les circonstances, peut-être que sur certains domaines, ça irait mieux. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. Merci à toi.